Halloween. Ouh. Ouais. Générique. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur ce nouvel épisode du Big Bartolo Talk Show, l'émission qui parle plus ou moins théâtre et parfois moins que... Plus. Bien. Nous sommes normalement fin octobre, donc ce 5e numéro est placé sous le signe de la peur, le signe de l'épouvante, des fantômes, des sorcières, je sais pas, Des vampires. Des vampires, ouais. Des loups-garous. Des loups-garous, ouais. Un autre truc qui fait peur... Les impôts. Les impôts, voilà, sous le signe des impôts, plein de choses qui font peur. Bref, vous l'aurez compris, vous êtes dans un numéro spécial Halloween. Pas de jingle. Je ne sais pas sur un jingle de toute façon. Il était bien le jingle. Alors, vous l'avez vu, n'est-ce pas, hein? Vous l'avez vu, une fois n'est pas coutume, je serai uniquement accompagné par 2 membres de la compagnie Bartolo, mais pas des moindres. Elle est toujours prête à m'accompagner pour une virée McDo à 3h du matin, mais aujourd'hui c'est bien sur notre plateau qu'elle se trouve pour la première fois présente physiquement, pour nous partager un peu plus de son savoir théâtral, dont elle est un puits sans fond. Ou un puits sans fond, je ne sais pas exactement. Voici Armelle. Bonsoir Armelle. Elle était présente au premier épisode et depuis nous n'avons pas eu le plaisir de la voir sur notre plateau. Mais elle revient pour ce 5e épisode. C'est un peu notre Miss America bien française. C'est Charlotte. Bonsoir Armelle. Et donc vous l'avez vu, on essaye encore un nouveau format plus calme, plus à la table. Donc voilà, toujours une rubrique chacune pour ce nouvel épisode. Votre rubrique en un mot, un seul mot, Charlotte? Maquillage. Maquillage, Armelle? Fantôme. Fantôme, très bien. Mais attention, on ne va pas toujours rester autour de la table, on va également toujours, comme d'habitude, faire des petites séquences un peu différentes. Alors aujourd'hui, pas de feuilleton au manoir, exceptionnellement. En sachant que si cet épisode sort au moment prévu, vous avez plus ou moins eu un feuilleton manoir hier, vous en avez plus ou moins un aujourd'hui et vous en avez plus ou moins un demain, puisque nous serons normalement en plein spectacle d'Halloween au 72 rue du Bel Air. Il ne reste peut-être plus de place. J'en sais rien du tout. Voilà. Mais en tout cas, plein d'autres choses. On va quand même avoir le classique revisité. On va avoir la séquence improbable. On va toujours avoir les news de la compagnie. Nous aurons également à la fin le clip Made in Bartolo. Mais avant tout ça, vous le savez, dans BBTS, on parle plus ou moins théâtre, et parfois moins que plus. Et donc, depuis le dernier épisode, je ne sais pas si vous avez regardé le dernier épisode, l'épisode 4. Non, effectivement, je l'ai pas. Oui, je vais regarder. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Armelle, la bonne élève Qu'est-ce qu'on fait depuis le dernier épisode en début d'émission? À part dire bonjour. C'est ça, on fait plus l'entraînement. On fait plus l'entraînement, on met à la place. Justement, je me souviens pas ce qu'on fait à la place. Et Du coup, ça sert à rien de regarder. C'est ça. Je vais vous le dire. À la place, donc depuis le dernier épisode, pour définir qui présente en premier sa chronique, on va tester votre culture théâtrale. Oh, Dieu. Oui, Parce qu'on sait que vous avez beaucoup de culture théâtrale, n'est-ce pas? Il est où, Vincent? Voilà. Alors, ah non, désolé. Cet épisode étant placé sous le signe d'Halloween, je vous annonce que la première séquence de cette émission s'appellera le Halloween. Oh, c'est beau. Voici les règles du Halloween. Des dramaturges nous ont appelés et ont laissé un message sur notre répondeur. Les joueuses vont devoir, en écoutant le message, découvrir de quel dramaturge il s'agit. Si elles donnent toutes les deux la bonne réponse, la plus rapide marque 2 points et la seconde 1 point. En revanche, si une seule donne la bonne réponse, elle marque 3 points. Alors c'est parti pour le Halloween. Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voici le premier message, écoutez bien. Bonjour, c'est moi. J'espère que vous n'êtes pas coincé en plein hiver de l'âme. Pour ma part, je suis actuellement assis sous les cerisiers en fleurs et je me demandais comment vous alliez. J'ai entendu dire que votre oncle Vania est en ville et qu'il prévoit une grande fête à laquelle il ne souhaite pas inviter l'ivrogne du village. Espérons que la mouette du voisin ne le prévienne pas. Et puis, il y a eu la noce incroyable dans le village voisin. C'était un vrai spectacle, à en juger parce que m'ont raconté les villageois qui ont décrit le marié comme l'ours du coup.
Au fait, je voulais vous prévenir que je serai bientôt sur la grande route en direction de l'île Sakhaline. Donc, ne soyez pas surpris si je suis introuvable pendant un certain temps. Les 3 sœurs vous passent le bonjour. J'espère vous revoir prochainement à la Cerisée. Au revoir. Et apparemment, personne n'a. J'ai reconnu plein de titres de pièces, mais je sais pas qui c'est qui les a écrites. J'ai Non. l'auteur sur le bout de la langue, mais il veut pas sortir. Ouais, C'est non, le mec qui a écrit le mariage de Figaro. c'était Tchekhov. Ouais. Anton Oh Tchekhov. bah, Non, mais on n'était j'étais- pas arrivé. Hein. J'étais pas sûre que c'était Tchekhov. Alors, En fait, il y avait- c'est la Cerisée qui m'a Bah fait. oui. Et Cerisée, je me suis dit Moi, la Tchekhov. mouette. Bah, t'aurais dû le noter, Bah, il ouais. n'y a pas de point à perdre, hein, sachez-le. Mais en fait, c'est les Ah non, mais autres moi qui je m'avaient perdu. l'avais pas trouvé du tout, donc Oui, comme d'accord. ça, pas de regret. Alors, hein. il y avait l'hiver de l'âme, Oncle Vania, l'ivrogne, la mouette, la noce, l'ours sur la grande route, l'île de Sakhaline, les 3 sœurs et la Cerisée. Il y a à peu Ouais. près une dizaine de titres à Mais chaque fois. j'étais plus sûre que c'était Tchekhov. On monte en difficulté ou pas? Parce que là, Parce que là, c'est c'était quand déjà même pas peu facile. Tchekhov, c'était pas facile parce qu'on avait peut-être une ou deux qui étaient globalement connues. Les autres sont peut-être un peu plus faciles, c'est pas sûr. On passe au deuxième message tout de suite, vous êtes prêtes? Oui. On y va. Hello, je t'appelle pour savoir si je peux récupérer les chaises que je t'avais prêtées ou si t'en as encore besoin. Parce que j'en aurais besoin pour la foire que j'organise avec des jeux de massacre, des pêches à la ligne, des stands de nourriture pour la soif et la faim. Et au milieu de ce formidable bordel, j'ai même engagé une voyante qui prétend que l'avenir est dans les œufs. Figure-toi que c'est une bonne amie de Henry Macbeth. Tu sais, le nouveau locataire d'à côté là. Il a lui-même un métier assez spécial. Figure-toi qu'il élève des rhinocéros. C'est amusant, non? Bon, allez, c'est pas tout ça, mais je te laisse. Hein. De toute façon, on se voit jeudi, non? Pour la leçon de chant de Papy Gérard. Il a fait de beaux progrès d'ailleurs, hein, tu ne trouves pas? Il paraît que ses amis du club de bridge l'appellent la cantatrice chauve. Bon allez, je te laisse. Hein. À bientôt. Hein. Je vous interdis de vous moquer. T'es tombé dans le piège De Macbeth. de Macbeth. Mais effectivement, il s'agissait de Ionesco. Ionesco a écrit une pièce qui s'appelait Macbeth. Alors, je sais même pas qui c'est ce monsieur. Donc, C'est Eh ben, la c'est- cantatrice chauve. c'est l'auteur de Les Chaises, Jeux de massacre, La soif et la faim, Ce formidable bordel, L'avenir est dans les œufs, Macbeth, Le nouveau locataire, Rhinocéros, La leçon et La cantatrice chaude. C'est un des s'ils sont tous fondateurs. comme ça, C'est un des fondateurs du ça théâtre va de pas l'absurde. le faire. Armel, tu as 3 points. Oui, oui, oui. Je connaissais Félicitations. les 3 dernières pièces, en fait, pas les potes. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé à la fin. Les 3 dernières sont effectivement les plus connues. Oui, voilà. Les chaises, et c'est une des connues aussi. Mais effectivement, les chaises, c'était difficile à entendre. Ah, Charlotte, rien n'est perdu. Peut-être que tu vas trouver le dernier message et que Armel ne trouvera pas. Écoutez bien, voici le 3e message. Bonjour monsieur, je vous contacte au sujet de votre compte CPF. En effet, après avoir consulté le dossier de Rosa Foll, il apparaît que vous avez des crédits à utiliser pour vous former. Il serait dommage que vous n'utilisiez pas les précieux moments de formation qui vous sont offerts selon l'article 960. Aussi, nous vous informons que notre organisme peut répondre à vos besoins en formation, qu'il s'agisse pour vous d'approfondir votre connaissance de la grammaire ou des mathématiques. Nous sommes agréés à vous former, d'autant que nous avons reçu récemment le prix Martin et que nous sommes lauréats de la Perle de la Canebière. N'hésitez pas à nous recontacter ou à passer directement nous voir à nos bureaux. Nous sommes situés à 2 pas de la station Chambaudet. Veuillez cependant noter que nous serons fermés du 15 octobre au 28 juillet en raison du voyage de Monsieur Perrichon, notre directeur, parti chercher un chapeau de paille d'Italie. Dans l'attente de votre coup de fil et de votre confiance pour contribuer à votre formation, je vous souhaite une bonne journée. Il s'agissait de Eugène Labiche. Voilà. Mais la perle de la Canebière, De- je l'ai vu jouer. C'est les cochons Oui, qui avaient joué, d'accord. les cochons de l'espace qui avaient joué. Ouais, Donc il y avait un dossier de Rosa Foll, les précieux, l'article 960, la grammaire, le prix Martin, la perle de la Canebière, la station Chambaudet, Ouais, c'est ça. Et Le voyage de Monsieur Péridon et un chapeau de paille Un d'Italie. chapeau de paille d'Italie, c'est les deux qui me disaient un truc. c'est Et je deux me qui ont été disais, diffusés à la Ça télé. ressemble à du Fédo, mais c'est pas Fédo, c'est l'autre. pas- Ah bah alors, Mais alors après, pour trouver. Merci beaucoup à Cyril, à Jean-Baptiste et à Guillaume qui ont interprété, vous avez reconnu, les différents messages laissés sur le répondeur. Armel, c'est donc toi qui remporte ce Halloween. Oui. C'est donc toi qui va commencer et on commence donc tout de suite avec la chronique d'Armel. Armel, de quoi vas-tu nous parler
aujourd'hui? Eh bien, d'abord, je vais vous faire deviner Ah, de quoi on va parler. ça c'est intéressant. Alors, je vais vous faire écouter Un petit jeu. une petite musique que voilà. Est-ce que vous reconnaissez ou vous avez une idée? Là, ça fait peur, c'est bien pour Halloween. J'ai essayé d'être dans le thème. Ouais. Charlotte? J'aurais pas devenir, moi. Non, la musique me parle pas. Alors, moi je le sais parce que forcément je prépare un peu les émissions et je sais quels sont les sujets des trucs. Et je dirais qu'il s'agirait de l'ouverture de The Phantom of the Opera par Weber, c'est bien ça? Oui, bravo. D'accord. Effectivement. Donc, la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, Yes. Phantom of the Opera. D'accord, ok. Alors, d'abord, je vais vous parler un peu de Andrew Lloyd Webber. Qui D'accord. est-ce? Oui. Bon, après, je pense que c'est un nom que vous avez déjà entendu. C'est le grand concurrent de Maxwell Sheffield. Effectivement. Et voilà. Effectivement. Effectivement, Effectivement. il y a des gens, je pense, qui le connaissent comme ça. Voilà. D'abord. Mais c'est même drôle de se dire qu'en fait ce monsieur existe vraiment. Oui, C'est ça. C'est ça. En fait, il existe vraiment. C'est un Britannique. Et il a été largement connu grâce à ses comédies musicales, même s'il a fait plein d'autres choses. Et parmi celles-là, évidemment, Le Fantôme de l'Opéra, Cats, Jésus-Christ Superstar. Ah ouais, c'est lui aussi ça. Oui, Wow. je suis en train de me dire que oui. Ouais, Jésus-Christ Superstar aussi, c'est lui. Après, il y a Evita aussi. On n'a pas mis, mais les chansons étaient reprises par Madonna. Donc, D'accord. voilà. Ouais. Donc, du coup, connu aussi, peut-être pas du coup pour Andrew Lloyd Webber, mais pour Madonna. Et effectivement, très connu pour être le rival de Oui. Maxwell Sheffield dans Une nounou d'enfer. Effectivement. Le but, c'est pas de vous parler d'Andrew Lloyd Webber, c'est de vous parler du Fantôme de l'Opéra. Oui. Et alors, à la base, Le Fantôme de l'Opéra, c'est un livre de Gaston Leroux qui a été écrit en 1910. Donc, Gaston Leroux, pour ceux qui connaissent un peu, c'est lui qui a écrit Le Mystère de la Chambre jaune ou encore Le Parfum de la Dame en noir. Oui. Il aime bien les couleurs dans ses titres. Oui, les fantômes violets de de l'opéra, non. Oui, il n'y a pas mis de couleur. De là, l'opérange. C'est ça, Ouais, mais non, il aurait pas pu de- mettre une couleur aussi. Cette histoire, le fantôme de l'opéra, ça se passe, comme Gaston Leroux est français, ça se passe en France, ça se passe à l'Opéra Garnier, où il se passe tout un tas d'événements mystérieux. L'histoire, c'est finalement un fantôme, entre guillemets, mais qui est en fait un homme qui se prénomme Eric et qui vit dans les catacombes de l'opéra et qui hante cet opéra. Il est très doué en musique et en composition, mais il se cache à cause de sa laideur physique. Il est pas beau. Il est pas beau, un peu comme Quasimodo dans D'accord, ouais, Notre-Dame de Paris. Oui. C'est un peu... Voilà. Et donc lui, il a un masque, on le représente toujours, Oui. avec son masque. Ce fantôme, il va être obsédé par une jeune chanteuse talentueuse de l'opéra qui s'appelle Christine. Il devient son professeur, donc il va lui enseigner le chant. Et grâce à lui, elle va devenir une grande vedette d'opéra. Sauf que, il est amoureux de Christine. Mais Christine, elle va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre qui s'appelle Raoul. Oui. Un très beau nom de personnage. Oui, on est en 1910 Donc, en même temps. c'est l'histoire de Christine qui est sauvée par Raoul de Godvarzel. Très bien. C'est ça. Donc, Christine, amoureuse de Raoul, ils veulent s'enfuir ensemble. Forcément, Eric, donc le fantôme de l'opéra, ça le met en colère. Il n'est pas content du tout. Il va d'ailleurs enlever Christine. Et au final, cette histoire, c'est un peu un triangle amoureux entre les trois personnages, Eric, Christine, Raoul. À la fin de l'histoire, ça se finit, on va dire, assez tragiquement. Mais en même temps, on ne sait pas vraiment ce qu'il arrive à Eric, le fantôme de l'opéra. Donc on ne sait pas... D'accord. Il pourrait y avoir une suite. D'accord. On va dire ça. Ça laisse... Donc Du voilà, mystère. Gaston Leroux, si vous tombez sur notre chronique, on veut la suite. Je pense que Gaston Leroux, s'il n'est pas mort aujourd'hui, doit Ouais, être bien en très mauvais état. Mais en même temps, ça laisse la possibilité d'imaginer plein de choses. Oui, effectivement.
Donc c'est un roman en fait, qui va mêler la romance, le mystère et puis un peu d'horreur aussi. Horreur, Halloween. Exactement. Le fantôme de l'opéra, c'est quand même quelque chose de très connu, sans trop me tromper. Elle a été adaptée, cette œuvre, sous différentes formes, beaucoup de formes différentes. Il y a une pièce de théâtre, assez récemment, en 2010. Il a fallu attendre 2010, 100 ans après la publication du livre, pile 100 ans. Pour qu'il y ait une première pièce de théâtre. Et elle a encore joué cette pièce de théâtre? Non, elle a été jouée pendant 1 an. A priori adapté le fantôme de l'opéra au théâtre. Ça, 1 an quand même, hein. 1 an. Ouais. Voilà. 1 an sur Paris, il n'y a même pas eu de tournée en province. C'est comme dingue que ça n'avait pas été fait avant, quoi. Oui, c'est Après, vrai, peut-être qu'effectivement, le côté, le fait que ce soit du théâtre, peut-être n'amène pas forcément de chansons. Opéra sans chanson, il y a peut-être un truc qui colle peut-être moins. Voilà, c'est quand même l'histoire d'une chanteuse avec c'est ça. Après, je pense que quand tu vois, en basant sur le film, tu as quand même aussi beaucoup de moments où tu dois avoir des trucs un peu mystérieux, des effets spéciaux un peu qui appellent peut-être des difficultés au théâtre dont les réalisateurs, les metteurs en scène ne veulent pas se... Puis il faut les salles adaptées. Oui. Il y a eu une vingtaine de comédies musicales. Oui. Parmi lesquelles, forcément celle d'Andrew Lloyd Webber. Il y en a une autre qui était prévue en France au Théâtre Mogador en 2016, mais qui a dû être abandonnée à cause d'un incendie qui a ravagé les coulisses et une partie des décors du spectacle. Ce qui est assez ironique pour, pour une pièce, une œuvre qui parle d'accident dans un théâtre. Dans un théâtre, voilà. C'était assez... Et donc après, c'était trop compliqué à remonter, et donc ils sont passés à un autre spectacle. Un ballet. Donc voilà. Donc, là, ça cadre, opéra, musique, danse. Mais totalement. Opéra, oui, carrément. Voilà. C'est même surprenant pour le coup qu'il n'y en ait qu'un. Oui. Oui, là pour le coup, le côté musical, effectivement, on aurait pu en avoir plus. 9 films, dont le deuxième dont est extrait cette image, qui était un film muet en 1925. Ensuite, il y a eu une adaptation par Brian De Palma en 1974. Est-ce qu'on aurait une photo de cette... voilà. Les années 70. C'est ça, on connaît bien les années 70, c'est la patte de Brian De Palma. Qui ne s'appelait pas d'ailleurs le fantôme de l'opéra, mais qui avait un autre nom, je crois. Phantom of the Paradise, un truc à la con comme ça. Le fantôme du paradis, oui, si on traduit en français. Mon accent anglais. En même temps, le paradis, qui est aussi une des. Quand tu vas dans un opéra, c'est un des endroits. C'est un des endroits où tu peux te mettre en tant que spectateur. Je crois que c'est quand tu es tout là-haut. C'est le poulailler. C'est pas une très bonne place. Mais... Et la dernière adaptation au cinéma, c'est celle faite à partir de la comédie d'Andrew Lloyd Webber en 2004. Qui est peut-être la plus connue. Qui est certainement la plus connue. Et aussi la plus récente. Il n'y a pas une avec Sophie Marceau? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas souvenir à vérifier, éventuellement. Réponse maintenant. On a un humain. Belphégor, le fantôme du Louvre. Non. Voilà, tu as la réponse. D'autres adaptations? Ensuite, 2 téléfilms américains. Que c'est moche. C'est beau les téléfilms. Un premier, Fantomas, quoi. Voilà, c'est 1983, donc les années 80, téléfilm, budget moyen. Très moyen, C'est ça, très très moyen. Ouais. Et un deuxième en 1990. Autre type d'adaptation, pas physique, pas avec des acteurs, pas avec des danseurs, pas avec des chanteurs, mais en bande dessinée. Il y a eu 4 bandes dessinées à partir de l'histoire du fantôme de l'opéra, dont 3 versions en manga. Par contre, pour les mangas, au niveau francophone, il n'y en a qu'une version qui a été publiée. Donc les 2 autres versions, il faut aller au Japon pour et apprendre le japonais. Et apprendre le japonais.
Donc il faut être grand fan du fantôme de l'opéra. Ah oui. Oui. Ouais. Ou de manga, avoir appris le Ou- japonais ou- pour le reste et puis pouvoir se débrouiller Ouais, avec celui-là. aussi. quoi. Ouais, mais pour le coup, se prévoir un voyage au Japon juste pour aller voir le manga du fantôme de l'opéra, faut quand même aimer l'œuvre. Ouais, C'est ça. c'est pas faux. Mais je pense qu'il y a des fans qui le font. Ah oui, certainement. Certainement. Et pour finir, un roman inspiré du roman de Gaston Leroux. Là, en fait, c'est Eric et Christine qui sont aux États-Unis. Tout bêtement, en fait. Et en plus, c'est c'est un en autre- allemand, apparemment. Oui, ça a été traduit en allemand, Ah. mais c'est un auteur américain. Donc D'accord. il pouvait pas laisser l'histoire se passer à Paris. Il a fallu qu'il transpose Donc, The ça. Phantom of Manhattan, c'est ça? C'est ça. Mais il y a un opéra Manhattan, mais je me souviens plus du nom. Ouais, Oui, oui. Il y aurait peut-être pu Il y a mettre plus- à enfin, Broadway. c'était- Broadway, ouais, voilà, ça aurait pu le Peut-être faire. Ouais, mais il y a pas, c'est pas un opéra, c'est pas les opéras. Oui, Broadway, bon, donc, après, Manhattan, c'est pas un opéra non plus, donc... ouais. Il y a peut-être un opéra quand tu dis à Manhattan. Ouais. Donc voilà, tout un tas d'adaptations du fantôme de l'opéra. Donc il a été publié donc, en 1910, ça fait plus de 100 ans. Et c'est une histoire qui continue toujours à fasciner et à être adaptée. Et donc voilà pour ma chronique. Merci Sur ce beaucoup, thème. Armel. Alors Armel, c'était très intéressant. Il y a quand même quelques... Je suis un peu tatillon, je suis désolé. Voilà. J'avais préparé. C'est vrai Ouais. que c'est par rapport aux fois d'avant, non, c'était pas mal. Par contre, voilà, il manque 2-3 trucs. On va tout de suite passer une nouvelle chose dans l'émission. Voici tout de suite l'instant de ma correction. Donc c'est le moment de la correction de Thomas, le moment où je corrige ce qu'a oublié Armel. Hein, voilà, désolé Armel. Donc déjà Armel, pour commencer, tu nous as cité un roman, Le Fantôme de Manhattan, et t'en as oublié un quand même, un d'envergure, à savoir Mascarade de Terry Pratchett. Alors c'est pas vraiment une adaptation, c'est plus une parodie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'immense Terry Pratchett, alléluia. Il s'agit d'un écrivain britannique, donc né en 1948 et décédé en 2015. Ça a fait beaucoup de peine. Qui est très connu pour sa série de fantasy humoristique, Le Disque Monde. Alors qui n'est que composé de 41 ouvrages, hein, voilà. En sachant qu'il y en a 35 qui forment à elle toute seule le pilier du Disque Monde, à savoir les annales du Disque Monde. Alors notez que si j'avais dû faire des chroniques, parce que normalement je ne fais pas de chronique, si j'avais dû faire une chronique sur Terry Pratchett, j'aurais pas parlé de Mascarade. J'aurais parlé d'un ouvrage plus ancien, à savoir le 6e numéro, donc qui s'appelle Trois sorcières, qui parodie une célèbre œuvre théâtrale. Alors, j'aime bien les petits quiz, je vous lis juste le début, vous allez essayer de deviner. Encore une fois, me taper la honte. Non, c'est faisable, c'est faisable. Trois sorcières. Le titre va pas vraiment Bah vous ouais, aider. non mais c'est ça. Je veux... Le vent hurlait, la foudre lardait le pays comme un assassin maladroit. Le tonnerre roulait en va-et-vient sur les collines sombres, cinglées par la pluie. La nuit était aussi noire que l'intimité d'un chat. Une de ces nuits, peut-être, où les dieux manipulent les hommes comme des pions sur l'échiquier du destin. Au cœur des éléments déchaînés, parmi les bouquets d'ajoncs dégoulinants, luisait un feu, telle la folie dans l'œil d'une fouine. Il éclairait 3 silhouettes voûtées. Ah, c'est une parodie d'une œuvre de Shakespeare. C'est ça. C'est du coup, c'est Macbeth. C'est Macbeth, je veux juste la fin de ce passage. Tandis que bouillonnait le chaudron, une voix effrayante créailla « Quand nous revoyons-nous toutes les trois ?» Une pause suivie. Enfin, une autre voix, beaucoup plus naturelle, répondit « Bah, moi je peux mardi prochain !» Voilà, donc rien qu'avec ce passage, on a déjà un peu tout l'humour de Pratchett. Donc qui parodie Macbeth. Une parodie de Macbeth qui est donc centrée non pas sur le roi, tout ça, mais sur les 3 sorcières qui essayent de défendre le royaume face à l'usurpateur du trône. Alors bon, forcément, ce bouquin-là, on parodie Shakespeare, hein, on y parle aussi beaucoup de théâtre, puisque il y a tout un passage où il y a des comédiens, il y a tout ça. Il y a un moment où il y a les 3 sorcières qui vont au théâtre, et je peux vraiment pas m'empêcher. Il faut que je vous partage ce passage. Non mais,
Ce passage, à chaque fois que je le lis, j'ai lu beaucoup ces bouquins-là, et à chaque fois que je le lis, j'ai vraiment, ça me fait mourir de rire. Donc, petit passage où les sorcières vont au théâtre, et donc vous doutez bien qu'elles ne sont pas très habituées. Après plusieurs regards noirs et pénétrants lancés en direction du trio de musiciens, pour voir si elle arrivait à deviner quel instrument on appelait le théâtre, la vieille sorcière avait finalement porté son attention vers la scène, et Magra commençait à se dire que Mémé n'avait pas encore saisi tous les principes de l'art dramatique. Pour l'heure, elle trépignait de rage sur son siège. « Il l'a tué !» souffla-t-elle. « Pourquoi est-ce que personne ne fait rien ? Il l'a tué, là, devant tout le monde !» Magra s'accrocha désespérément au bras de sa collègue, qui se débattait pour se mettre debout. « Tout va bien, chuchota-t-elle. Il n'est pas mort. »« Est-ce que tu me traiterais de menteuse, ma fille ?» fit sèchement Mémé. « J'ai tout vu !»« Écoutez, Mémé, c'est pas vraiment vrai, vous comprenez ?» Mémé, sur le temps, se calma un peu, mais continua de grommeler tout bas. Elle commence à se dire qu'on cherche à se payer sa tête. Sur scène, un homme dans un drap s'était lancé dans un monologue fougueux. Mémé écouta attentivement quelques minutes, puis décocha un coup de coude dans la côte de Magra. « Qu'est-ce qu'il fait là ?»« Il dit combien il regrette que l'autre homme soit mort, » répondit Magra, qui ajouta en hâte, dans l'espoir de détourner la conversation. « Il y a beaucoup de couronnes, non ?» Mémé n'entendait pas se distraire. « Quelle idée il a eu de le tuer alors ?»« Bah, c'est un peu compliqué, » répondit Magra d'une voix faible. « C'est une honte !» lâcha sèchement Mémé. « Et le pauvre mort qui est toujours là, par terre !» Magra jeta un regard implorant à Nounouog, laquelle mastiquait une pomme et observait la scène d'un œil d'expert scientifique. « Moi, mets ta vie, dit-elle lentement, mets ta vie que tout ça c'est du chiquet. Regardez, il respire toujours. » Les autres spectateurs qui avaient à présent conclu que le commentaire faisait partie intégrante de la pièce considérèrent comme un seul homme le cadavre, qui rougit. « Et regardez-moi ces souliers !» critiqua Nounou. « Un vrai roi aurait honte de porter des souliers pareils !» Le cadavre s'efforça de repousser ses pieds derrière un buisson en carton. Alors, je passe quelques lignes qui sont du même acabit pour arriver à la fin du passage. « Il se passe quoi maintenant ? Pourquoi il y a tous ces rois et tous ces gens ?»« C'est un banquet de voix, répondit Nounouog péremptoire. « À cause du roi mort, celui aux chaussures de tout à l'heure. Seulement maintenant, si tu regardes bien, tu verras qu'il fait semblant d'être un soldat. Et tout le monde y va de son discours sur lui que c'était un bon roi et qu'on se demande qui l'a tué. »« Non !» fit Mémé d'un air menaçant. Ses yeux parcourent la distribution de la pièce en quête du meurtrier. Elle fixait son choix. Puis elle se leva. Son châle noir volait au vent autour d'elle comme les ailes d'un ange de la vengeance descendu débarrasser le monde de son brou de sottises. Simulation, artifice et chiquet. Curieusement, elle paraissait plus grande qu'à l'ordinaire. Elle pointa un doigt fulminant vers l'individu coupable. « C'est lui qui l'a tué !» cria-t-elle d'une voix triomphante. « On l'a tous vu. Avec une dague, il a fait ça. » Voilà, un passage qui me fait beaucoup rire. Mais on n'est pas là pour parler de trois sorcières, mais de Mascarade, qui reprend. Alors là, pour le coup, c'est le 18e livre. Donc, t'es obligé de mettre des numéros dessus. Oui, j'ai mis des numéros. Bon, donc Mascarade qui reprend nos sorcières. Bon, ils désormais ne sont plus que deux, puisqu'il y a d'autres aventures qui sont passées entre eux. Mais dès le début, on sent qu'on va être dans la même ambiance que le prédécesseur. Je vais juste vous lire pareil, le début, juste le début. Le vent hurlait, l'orage crépitait sur les montagnes, la foudre aiguillonnait les roches à pic comme un vieillard cherchant à déloger un pépin de mur insaisissable de son dentier. Entre les bouquets d'ajoncs bruissants brillait un feu dont les rafales de vent bousculaient les flammes d'un bord puis de l'autre. Une voix effrayante créa « Quand nous revoyons-nous toutes les deux ?» Le tonnerre gronda. Une voix plus naturelle répondit « Pourquoi tu te m'as braillé ? Tu m'as fait lâcher ma tartine dans le feu !» Voilà, donc dès le début, on sent qu'on va être dans cette même ambiance. Et en fait, comme son prédécesseur, comme Trois sorcières, il s'agit ici de parodier une œuvre, donc le fantôme de l'opéra, puisque dans cet ouvrage, nos sorcières vont se retrouver enquêter sur un mystérieux personnage masqué qui commet des meurtres dans les coulisses de l'opéra, et qui a fait d'une autre sorcière, d'une troisième sorcière pour le coup, sa protégée, qui l'apprend à chanter, etc. Donc on est vraiment sur la vraie parodie. Un ouvrage qui parle donc beaucoup d'opéra, avec ce même regard humoristique que celui évoqué précédemment. Pareil, je me permets un petit passage qui va vous rappeler quelque chose. « Bah, c'est plutôt simple, toi, dit-elle enfin. Des tas de gens s'aiment entre eux, se déguisent à tout bout de champ en quelqu'un d'autre, et ça met une pagaille monstre. Et une servante effrontée, personne ne sait vraiment qui sont les autres, deux vieux ducs tombent fous, cœur de bohémien, etc. L'opéra classique. On va sûrement découvrir qu'un personnage est le fils ou la fille, la femme, n'importe quoi, qu'un autre a perdu depuis longtemps. « Chut !» fit une voix dans leur dos. « Dommage, on n'a rien apporté à manger, marmonna Mémé. Je dois avoir des pastilles à la menthe dans ma poche de culotte. » « Chut !»
J'aimerais récupérer mes ludelles, s'il vous plaît. Voilà, madame, c'est pas fameuse, hein. Quelqu'un tapota l'épaule de Nounouog. Madame, votre étole de fourrure mange mes chocolats. Bon, je passe quelques pages. Je lis ici que Dame Timpani, qui chante le rôle de Quizella, est traitée de diva, fit-elle. Doit manquer une lettre. C'est divan qu'il faut lire sûrement, mais je vois pas le rapport. Peut-être qu'elle passe beaucoup de temps dessus pour se reposer parce que le chant ça essouffle. Pour se reposer ou autre chose. Remarque, pareil qu'il y en a qui gagnent leur promotion comme ça. Mémé hocha la tête sans ouvrir les yeux. Elle les garda fermés lorsque l'opéra commença. Nounou savait quand laisser son amie à ses pensées, tâchait de rester silencieuse, mais ne résistait pas à l'envie d'émettre des commentaires détaillés. « Voilà Agnès !» reprit-elle. « Hé, c'est Agnès !»« Arrête d'agiter la main et rassieds-toi !» murmura Mémé en s'efforçant de ne pas perdre le fil de son rêve éveillé. Nounou se pencha par-dessus le balcon. « Elle est déguisée en bohémienne !» dit-elle. « Et voilà une fille qui s'avance pour chanter !» Elle se reporta au programme volé. « Le fameux grand air de la partance, ça dit ici. Alors ça, c'est ce que j'appelle une belle voix. » Je ne vais pas vous lire la suite, mais voilà, on est un peu sur la même ambiance. Bref, voilà, c'était Mascarade. Lisez les Annales du Disque Monde, c'est génial. Voilà, ça c'est ma conclusion. Et donc, deuxième oubli, Armel. Deux, oui. C'est les jeux de société avec le fantôme de l'opéra, le jeu de société. Voilà. Donc c'est une adaptation de l'œuvre originale, vraiment c'est une vraie adaptation. Le but ici, c'est de découvrir qui est le fantôme entre 8 suspects issus du roman. Donc c'est un jeu avec 2 joueurs, ça joue à 2 joueurs. On va avoir un joueur qui est l'enquêteur. Son but c'est de découvrir quelle est l'identité du fantôme. Et le deuxième joueur est le fantôme qui ne doit pas être démasqué, tout en essayant de faire fuir la diva de l'opéra. Sachant que la partie s'arrête quand l'enquêteur trouve qui est le fantôme ou que la diva s'enfuit. Donc en gros, le principe du jeu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le principe du jeu, c'est qu'à chaque tour, chaque joueur va activer 2 personnages, donc en tout 4 personnages par tour. Donc c'est-à-dire qu'il va les déplacer sur le plateau et il va utiliser leur pouvoir. Donc chaque personnage a un pouvoir qui lui est propre. Le machiniste va pouvoir plonger une des pièces dans l'obscurité. Il y a un des directeurs qui fait fuir les personnages présents dans la salle. La cantatrice, elle va attirer les personnages. Le persan, il va emmener un autre personnage dans son déplacement. Enfin, il y a vraiment tout un jeu de placement. Et le placement est important puisque à la fin du tour, le fantôme va annoncer s'il se manifeste ou non. En sachant que si jamais il manifeste, ça va accélérer la partie puisque ça va faire fuir plus vite la diva. Donc le fantôme a intérêt à se manifester. Mais ça va donner des indications à l'enquêteur. Puisque pour se manifester, le fantôme, il doit être soit tout seul dans sa pièce, soit être dans une pièce non éclairée. Donc à la fin de chaque tour, quand le fantôme va dire « je me manifeste ou non », l'enquêteur va pouvoir en déduire. Alors si on prend l'exemple qui est affiché là, imaginons que le fantôme se manifeste, ça veut dire que soit il est tout seul, soit il est dans la pièce qui n'est pas éclairée, donc ça permet d'éliminer une partie des personnages. En sachant que le jeu est bien foutu parce qu'en fait les jetons qui représentent les personnages sont réversibles, il y a un côté ou suspecté ou non suspecté. Et inversement, si à la fin du tour le fantôme ne se manifeste pas, bah, c'est l'inverse, ça permet de dire bah non, ceux qui sont seuls ou dans la pièce non éclairée ne sont pas le fantôme. Donc il y a vraiment tout un jeu où le but pour le joueur qui joue le fantôme, c'est d'essayer de accélérer la partie tout en se débrouillant pour ne pas être le seul isolé et donc du coup se faire trop vite repérer, ou être le seul à ne pas être isolé. Et inversement, le but de l'enquêteur, c'est de bien positionner les joueurs, enfin les pions sur le plateau, pour réussir à trouver qui est le fantôme. Donc c'est un vrai jeu de stratégie. Voilà, en quelques mots, les quelques erreurs que tu as fait. Après, à sa décharge, le jeu de société, c'est pas vraiment du théâtre. Et ce n'est pas du théâtre, oui. Et ce n'est pas très connu. C'est pour ça qu'elle l'a pas mis dans sa voilà. chronique, je suis sûre. Oui, mais voilà, mais tu es pardonné. Merci beaucoup, Armel, pour cette chronique. Merci Armel pour cette chronique qui était intéressante, très intéressante. Et donc on va passer tout de suite à la suite. C'est le moment du classique revisité. Alors, vous connaissez le principe. Hein. Je suis allé chercher un texte un peu qui fait un peu pour le coup, alors qui de base ne parle pas vraiment d'Halloween tout ça, mais il s'agit d'un extrait de l'Hôtel du Libre-Échange de Feydeau.
l'hôtel du libre-échange, donc dans la scène que vous allez interpréter, on se trouve à l'hôtel du libre-échange, qui est un hôtel qui accueille les couples illégitimes. Voilà. Et l'une des chambres serait hantée. D'accord. Voilà. Donc on va voir Bastien, le réceptionniste, qui est interprété par Armel, qui attend un expert, Paillardin, qui va être interprété par Charlotte, pour déterminer si l'hôtel est vraiment hanté ou non. Voilà. Alors, à noter que bien sûr vous connaissez le principe, j'ai le texte, un petit problème, il manque des mots, donc il va falloir que vous remplissiez les trous. Voilà. L'hôtel du libre-échange réinterprété par la compagnie Barthelot, c'est parti pour le classique revisité. Le garçon! Où est le garçon? Voilà, monsieur. Monsieur attend quelqu'un? Je vois ce qu'il faut à monsieur. Un petit alligator charmant ou la petite madame sera très bien. Non merci, je n'attends personne. Je suis monsieur Paillardin, expert désigné par le bureau de commerce. Ah, parfaitement, monsieur. Pour la chambre hantée. Ah, monsieur, c'est un véritable chanceux. Oui, monsieur, toutes les nuits, c'est un vacarme épouvantable. Les murs craquent, les meubles sautent. Oui, c'est bon. Puisque je viens ici pour constater, je n'ai pas besoin que vous m'expliquiez. Je constaterai bien par moi-même. Voyons, où est cette chambre? C'est celle-ci, monsieur. Si monsieur veut me permettre d'allumer un disque. Eh bien, voyons cette chambre extravagante. Voilà, monsieur. J'aime mieux que ce soit vous que moi qui y passiez la nuit. Eh bien, si je ne cours jamais de plus grand fallacieux que ça, je ne risque pas grand-chose. Eh bien, elle a l'air très calme pour une chambre où les esprits viennent faire leur guerre. Elle est calme à cette heure-ci. Ah oui, c'est l'heure où les ermites sont sortis. Mais à minuit, aussitôt que tout est éteint, ils font un imaginé. Oui, c'est ce que nous appelons des esprits joueurs. Monsieur l'expert plaisante, mais monsieur l'expert verra bien. Bamboléo, bamboléa. Mais dis donc, on a l'air de faire du couac là-haut. Est-ce que ce serait déjà les esprits? Oh non, monsieur, c'est les lapins du printemps qui sont là avec leurs marmottes. Ils ne sont pas toujours raisonnables. Ces jeunes, je vais aller les faire taire. Allez. Monsieur sort? Oui, il est encore trop tôt pour que je me couche. Je vais jusqu'au café voisin boire un espresso. Je reviendrai dans une demi-heure. Bien, monsieur. Monsieur retrouvera là son oreiller. 2 hours later. Ah, c'est monsieur l'expert. Monsieur l'expert va se coucher. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous avez mon oreiller? Voilà, monsieur l'expert. Messieurs les esprits n'ont pas encore signalé leur présence. Pas que je sache, monsieur l'expert. Que de paliverne. Faites-le matamor, va. Faites-le matamor. Eh bien voilà, c'est une chambre hantée ça. Ça n'en a pas l'air, mais c'est une chambre hantée. Alors j'espère que si les esprits sont un peu hommes du Caire, ils ne feront pas trop de bruit pour me laisser dormir. Que les esprits vous réveillent, monsieur l'expert. Tiens, eh bien, mes seigneurs... Monsieur l'expert? Je dis mes seigneurs. La boîte est pleine tout à l'heure, il en manque la moitié. Où sont-ils passés? Je ne sais pas, monsieur. Comment vous ne savez pas? Ils ne sont pas partis tout seuls, ingrat. C'est un U. Hein? Je vois ce que c'est, monsieur, mais c'est les esprits. Ah, vous me faites rire avec vos esprits. Des esprits versatiles. Pourquoi pas, monsieur les biens? Tenez, mes wagons, mes brosses, tout est sans dessus-dessous. Vous voyez bien, monsieur, vous voyez bien. Oui, je commence à être édifiée sur la nature des esprits qui viennent ici. Quelques xylophones rançonnent tout le monde sous le couvert de revenants. Il n'a pas de
Dieu, cet homme-là. C'est bien, laissez-moi. Je m'expliquerai demain avec votre patron. Bien, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit. Ce que je ne donnerais pour que les esprits lui flanquent une bonne zébritude à celui-là. Bravo. Bravo à vous pour ce classique revisité. C'était incroyable. Vous êtes balèze. Franchement, bravo. Merci. Bravo. Merci. Nous jouons certainement des choses dans les mois qui viennent, voire les semaines, je n'en sais rien. Enfin, peu importe. C'est le pire lancement que j'ai jamais fait. Non, t'as fait pire. J'ai fait pire. D'accord. Du coup, je vais me tourner vers la caméra là-bas. Nous jouons certainement des choses dans les semaines qui viennent, mais lesquelles, j'en sais rien. Enfin, si j'ai une idée, mais bon. Mais concrètement, je suis pas sûr à 100%. Bref, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez savoir, puisque voici tout de suite les news de la compagnie Bartolo. Les festivités pour nos 20 plus 1 an continuent en novembre avec 3 rendez-vous. Le samedi 18 novembre, nous vous donnons rendez-vous à 19h sur notre chaîne YouTube pour une soirée live, la soirée musicale. Pendant environ 1 heure, nous reviendrons sur nos chansons avec des clips, des anecdotes et des surprises. Le week-end 25 novembre, nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes de Ronchin pour nos derniers spectacles de l'année 2023. Le samedi, à 20h, notre troupe d'improvisation fera son grand retour sur scène, avec de nombreux invités pour une soirée festive et pleine de surprises. Le dimanche, à 14h30, nous vous présenterons Mariage à Xituven, une création originale de la compagnie réunissant une vingtaine de comédiens sur scène pour un final de nos 20 plus 1 an en beauté. C'est tout pour les news, voici tout de suite la suite de votre BBTS. De retour au début du mois d'octobre, au moment où nous enregistrons cet épisode. Et d'ailleurs, c'est marrant, on enregistre quand même de plus en plus proche de la sortie, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de risques que ça sorte en retard. Nous avons déjà eu la chronique d'Armel, il est temps maintenant de passer à la deuxième et dernière chronique de cette émission. Voici la chronique de Charlotte. Eh bien Charlotte, c'est donc à toi, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire faire sa figure? Ça veut dire que tu fais la tête? Non. Non, ça c'est juste mon état naturel. C'est quand on joue aux cartes et qu'on met Alors, Peut-être. non, faire sa figure, en tout cas dans l'univers du théâtre, c'est une expression d'argot que les acteurs utilisaient, enfin les comédiens utilisaient pour dire qu'ils allaient se maquiller. Ah. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté du maquillage au théâtre. Tuto make-up. Alors, pas un tuto make-up parce que, bien évidemment, nous tournons et il a fallu que je me maquille. Donc, je suis déjà maquillée, je suis déjà toute belle. Nous sommes tous maquillés. Donc, je ferai pas de tuto make-up parce que, voilà, c'est pas un tuto beauté. Je vais pas vous apprendre à vous maquiller. Déjà, je suis pas forcément très douée. C'est basique ce que je sais faire. Donc, c'est pas le but. Par contre, on va parler maquillage. On va d'abord parler d'où vient le maquillage et pourquoi on l'utilise au théâtre. Et ensuite, je vous ferai découvrir le petit nécessaire de maquillage pour jouer au théâtre. Le maquillage est souvent utilisé par les acteurs. Déjà, un maquillage naturel qui permet d'avoir une bonne mine et de bien refléter la lumière. Donc qu'il soit plus ou moins poussé, il y a toujours une base de maquillage qui permet au comédien, Les deux marques. de lisser les petites imperfections qu'il va avoir sur la peau, de cacher ses cernes, d'avoir l'air d'avoir bonne mine. Et le maquillage, plus on va le pousser, plus on va l'utiliser, plus on pourra faire de choses. Donc on pourra faire des choses où on va représenter quelqu'un qui est très fatigué avec de très grosses cernes, qui est malade avec les joues un peu creusées, on va pailletter partout pour avoir l'air d'une princesse, on va jouer dans les couleurs chaudes, pour avoir l'air d'être une fée ou
un personnage plutôt mythique, fantastique. Le maquillage va permettre beaucoup de choses au théâtre, de vieillir une personne. On va la vieillir plus facilement qu'on va la rajeunir, mais on peut aussi, en grande majorité, avec des systèmes de latex, cacher les rides et donc rajeunir une... Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire à la télé ou vraiment quand on a du... Très grosse production. Voilà, une très grosse production, qu'on a beaucoup d'argent, puisque le latex, c'est vraiment... Les prothèses en latex sont des choses qui coûtent très cher. Le maquillage va être très important dans le théâtre, pour aussi, au même titre que le costume, par les acteurs, il est considéré comme un moyen de rentrer un peu plus dans le personnage. Donc quand on rajoute le costume, la perruque, plus le maquillage bien adapté au personnage, ça permet d'avoir vraiment un ensemble très poussé pour le public. Alors, j'ai pas réussi forcément à trouver à partir de quel moment on a vraiment commencé à se maquiller au théâtre, dans le théâtre en fait. Ce que j'ai réussi à rassembler au niveau des recherches, c'est que par exemple dans la Grèce antique, les pièces de théâtre, c'était pas maquillé. Mais c'était masqué. C'était masqué en fait. Ils n'avaient pas besoin de maquillage puisque c'était masqué. On ne voyait jamais le visage de l'acteur, ce qui permettait à des acteurs de jouer plusieurs personnages différents. Shakespeare en fait lui maquillait énormément ses acteurs. Donc en majorité il utilisait du blanc, du noir, du rouge, des couleurs qui accrochent très bien la lumière. C'était plus de la peinture que du fond de teint. On était vraiment sur des grosses, c'était de la peinture au plomb en fait. C'était très nocif en plus pour les peaux des. Et on a pendant beaucoup d'années utilisé ce principe. Et après, ce maquillage un peu vraiment très poussé, blanc, noir, rouge, on l'a plus laissé au clown. Et on est revenu en fait sur dans le théâtre contemporain, on est revenu vraiment sur un naturel. Donc un maquillage très naturel, très neutre, ou pas de maquillage du tout aussi, parce qu'il y a beaucoup de théâtres contemporains qui ne maquillent pas leurs acteurs. Du tout, même pas le fond de teint. Juste de la poudre libre Ouais, pour quand même, éviter de luire, mais qui monte vraiment sans maquillage. Alors, à l'heure actuelle, c'est plutôt des looks vraiment très neutres et très classiques qu'on va utiliser. Au théâtre, on va aussi, au même moment que l'évolution à la télé, où on est parti sur des effets un peu spéciaux, vieillir la personne, faire des cicatrices, etc. C'est quelque chose qui s'est aussi beaucoup développé dans le théâtre. Et maintenant, on va avoir on a des gens qui étudient pendant des années à l'école des techniques de maquillage pour pouvoir... Donc là, je parle des compagnies professionnelles, pour pouvoir avoir vraiment des techniques particulières. Ils créent leurs propres techniques pour arriver à faire un maquillage. Faut savoir qu'il faut que le maquillage ait l'air naturel tout en mettant beaucoup pour que ce soit vu de fond de la scène. Donc ça ne doit pas être très pratique à faire. Parce que, du fond de la salle, pardon. Parce que, effectivement, les premiers rangs vont peut-être bien voir que vous êtes maquillé, voir les détails qu'a voulu mettre l'artiste sur votre visage. Mais les derniers rangs, c'est moins sûr. Donc, il faut que ça ait l'air naturel en mettant beaucoup dessus. Donc, voilà. Donc, le maquillage, c'est quelque chose qui est très utilisé au théâtre. Chez les hommes comme chez les femmes, on va avoir les comédiens de la Commedia dell'arte qui avaient vraiment des maquillages très spéciaux, qui allaient vraiment bien avec leur personnage, qui étaient adaptés à leur personnage, mais qui n'étaient pas des maquillages qu'on peut faire tous les jours. Enfin, personnellement, je dirais pas travailler avec la Commedia dell'arte sur la figure, mais bon, ça, c'est chacun qui choisit. Donc voilà, on est vraiment sur le maquillage utilisé comme étant la prolongation du costume du comédien. C'est-à-dire que son maquillage qui va correspondre à l'époque à laquelle il va jouer, dans l'univers dans lequel il va jouer, s'il joue du fantastique, s'il joue du contemporain, s'il joue de la science-fiction, voilà, facilité à faire des oreilles pointues quand on veut jouer un lutin ou ce genre de choses, ça passe aussi par le maquillage, ça peut aider. C'est un rôle essentiel sur l'interprétation du personnage. Moi, personnellement, je me maquille très peu dans la vie parce que quand je me maquille un petit peu trop, je me reconnais plus dans le miroir. Et ça peut être très pratique de ne pas se reconnaître dans le miroir avant de monter sur scène parce que ça permet de se dire « Ah, bah c'est le personnage qui a cette tête-là et je vais avec la tête de mon personnage sur scène. » Donc le maquillage peut être un accessoire très, très utile pour l'acteur. Alors,
Effectivement, on va conseiller un maquillage basique pour les gens qui n'ont pas l'habitude, simplement un petit fond de teint pour avoir bonne mine, un petit peu de poudre pour pas luire, et puis après ceux qui ont un petit peu plus l'envie ou l'habitude peuvent rajouter. Voilà, on va laisser les différentes techniques un peu plus évoluées à des gens qui ont l'habitude, des gens qui se sont entraînés, parce que le jour où vous décidez de faire un contouring pour la première fois, le faites pas avant de monter sur scène. Moi, c'est un conseil que je vous donne. On s'entraîne avant. Il y en a qui le font. Alors, en fait, je m'en suis souvenue en le disant, mais c'était préparé dans la chronique. Hein. Ça n'avait rien à voir avec. En même temps, je me lance, on a fait des tests quand même. Mais voilà, à partir du moment où on veut faire des jeux smokey eyes, on le fait pas 5 minutes avant. Smokey eyes, ça. Ouais, Oui. on appelle ça des smokey eyes. En fait, c'est des fards à paupières très foncés qui vont ouvrir le regard. Donc on va appeler ça un smokey eyes. On va quelqu'un qui va jouer dans les années 20, les années 30, qui va jouer je sais pas comment forcément décrire le personnage, mais qui va jouer quelqu'un de très mystérieux, très un peu veuve noire, etc. On va peut-être essayer de lui faire un truc comme ça. Quand on va jouer une princesse, on va plus partir sur des yeux de poupée. Des très grands yeux de biche avec des très longs cils. C'est tout des techniques qu'il faut apprendre à maîtriser. Alors ça peut être très utile pour le faire, mais il faut apprendre à les maîtriser avant de monter sur scène. Effectivement, tu le fais pas juste en disant tiens, je vais essayer. Ouais, voilà, 5 minutes avant de monter sur scène, tiens, si je faisais ça. Donc voilà. Mais c'est intéressant, effectivement. L'utilisation du maquillage, en fait, a vraiment évolué et on lui a donné, en fait, autant d'importance que le costume. C'est une réflexion que, surtout, bon là je parle pas forcément des compagnies amateurs, mais dans les compagnies professionnelles, on a aussi des costumières qui vont réfléchir jusqu'au moindre détail du costume, et on a des maquilleuses qui vont réfléchir jusqu'au moindre détail du maquillage. Et pareil pour la coiffure, que ce soit pour les cheveux de l'actrice et de l'acteur ou les perruques, on a quelqu'un qui va réfléchir, et c'est tout un ensemble qui doit s'harmoniser complètement pour vraiment sublimer le personnage interprété. C'est plein de petits trucs qu'on peut faire, qu'on peut rajouter et qui peuvent vraiment donner un petit plus. C'est très utilisé. On est sur vraiment un maquillage, alors ce qu'on appelle un maquillage de scène et pas un maquillage de tous les jours. Quoique des fois il y a des gens tous les jours qui peuvent être maquillés comme s'ils montaient sur scène, mais ça après c'est le goût de chacun. Je ne critique pas, mais c'est possible qu'on les rencontre. Alors, voilà. Petit conseil pratique pour le maquillage de scène pour les gens pour nos acteurs ou d'autres personnes qui vont monter sur scène, alors que ce soit pour du théâtre, mais aussi de la danse, de la musique, du chant, etc. Si vous voulez faire un teint vraiment basique, je vais vous montrer les petits accessoires qu'il vous faut absolument. Voilà. Donc le maquillage scénique qui permet d'accentuer les yeux, la bouche, mais le basique, que ce soit pour les femmes ou les hommes, on va vraiment partir sur le teint. Donc la toute première chose qu'on fait, c'est qu'on se maquille sur une peau qui est nettoyée et hydratée. Voilà, donc bon. Pardon. Alors, tout cela n'est pas du placement de produit, hein, je tiens à le Donc, préciser. Mais oui. Tout ceci se fait sur une peau nettoyée et hydratée. J'avais oublié effectivement la marque, on mettrait un petit encart dessus. Donc une crème. Une crème, voilà. Crème hydratante. Une crème hydratante, quelle que soit une Nivea par exemple. Ouais, mais... Ah oui, pardon. On peut effectivement, voilà, votre crème hydratante fait très bien l'affaire. Elle n'a pas une meilleure qu'une autre. De toute façon, plus c'est à adapter à votre peau et c'est à voir si elle convient à votre peau ou pas. Donc, il faut aussi considérer le maquillage, la séance de maquillage avant de monter sur scène, ça peut être quelque chose de très relaxant et qui va permettre de déjà rentrer un petit peu dans ce personnage et l'utiliser comme une base de concentration. Voilà. Bien se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, sur la minutie du maquillage, ça peut aussi permettre de commencer à vous concentrer, à laisser les problèmes de la journée dehors et à vraiment commencer, se dire voilà, je commence à me maquiller, après j'entre dans mon costume, j'entre dans mon personnage, je vais monter sur scène. C'est le début de votre concentration, c'est le début de la création de votre personnage. Donc on va partir sur une base. Vous pouvez pour
pour beaucoup de gens, ce qui est intéressant, c'est de mettre une base, lissante, je vais y arriver. Donc voilà, dont on ne voit pas la marque. Non, on ne voit pas la marque. Donc voilà, donc c'est une petite, en fait, c'est une petite crème transparente qui va permettre de matifier et de resserrer les pores. Ce qui va permettre en fait qu'on cache plus de défauts sur le... Ça fait la peau très douce, très lisse. C'est pas mauvais pour le... Ça laisse moins respirer la peau. Mais bon, normalement, vous avez hydraté avant, donc ça devrait aller. Alors, du coup, on est parti sur la base correctrice juste avant le fond de teint. C'est-à-dire que tous les petits défauts de la peau, on va pouvoir les atténuer pour que le fond de teint ne les marque pas et ne les fasse pas ressortir. Sauf ce que je ne connaissais pas, c'est que pour bien choisir sa base correctrice, il y a 3 couleurs qu'on peut utiliser. Alors moi je connaissais le vert pour tous les petits boutons, les petites rougeurs autour du nez, etc. Je connaissais cette technique du vert. Je connaissais pas la technique du rose pour raviver les teints clairs. Donc si vous avez une peau très très claire, vous pouvez avant votre fond de teint mettre quelque chose d'un petit peu plus rosé. Pour que votre fond de teint en fait ça fasse redynamiser la couleur du fond de teint, même si le fond de teint vous êtes obligé de le prendre par rapport à la carnation de votre peau, que si vous êtes très blanche ou très blanc vous allez avoir une couleur de fond de teint très très clair, et ben vous pouvez mettre un petit peu de rose en dessous pour dire de faire un effet bonne mine. Ça je savais pas, je le connaissais pas ce truc là. Et pour raviver les peaux foncées, donc c'est à dire que les peaux hâlées, les peaux noires, on va partir en fait sur un petit peu de orange spécifiquement bien placé pour dire de rehausser le teint et de rehausser cette couleur de peau foncée. Autre petit conseil que je ne connaissais pas, moi bêtement j'allais chercher du fond de teint, je faisais quoi? J'en mettais un petit peu sur ma main, je l'étale et je regarde si ça va. Et bah c'est pas sur la main qu'il faut le faire, et non. C'est sur la base de la mâchoire, c'est ici qu'on en étale un petit peu, et pour voir si ça s'harmonise bien avec le reste. Alors oui, non, ça pas marche pour pas, c'était une barbe. Ça marche pas, c'était une barbe. Mais pour voir si ça s'harmonise en fait avec le reste de la peau. Donc moi, je le faisais sur la main. Tout le monde, je pense. Voilà. Pour le fond de teint, donc la première utilisation du fond de teint, on va prendre vraiment quelque chose qui va être en accord avec la couleur de la peau de base en fait, parce que le fond de teint il n'est pas là pour colorer la peau, il est là pour la lisser et pour enlever toutes les imperfections qu'il y a dessus. Ce que vous pouvez aussi faire, donc voilà, je cache la marque, voilà, c'est aller chercher un fond de teint magique, parce qu'il en existe. Donc au-delà de maintenant la capacité en faisant avec votre smartphone l'analyse de votre carnation, de pouvoir créer un fond de teint qui vous correspond à 100%, c'est possible, ça existe, il y a des boîtes, mais bon elles valent très très cher. Mais elle vous permet de faire un fond de teint vraiment adapté pile poil à la carnation de votre peau. On a beaucoup de marques, de la plus grande marque à celle qu'on va trouver dans les magasins de discount, créer des fonds de teint qu'on appelle magiques, donc en fait qui sont capables en fait que le fond de teint s'adapte à votre carnation, qu'on n'adapte pas le fond de teint à la carnation de la peau, mais que le fond de teint s'adapte à la carnation de la peau. Ouais. Donc là quand même moi j'en ai pris un donc chez un discount, donc il y avait quand même peau claire, peau hâlée et peau foncée, parce que c'était pas un fond de teint qui pouvait faire toutes les... Mais ce fond de teint que j'ai utilisé tout à l'heure pour avoir un fond de teint qui correspond à ma carnation, je veux dire que ça marche plutôt bien. Ça peut être intéressant pour pas vous embêter à chercher. Question bête, parce que quand on prend un fond de teint classique, il y a une couleur où le fond de teint a une couleur qui est plus ou moins beige, plus ou moins voilà. Alors du coup, là, il est de quelle couleur? Alors là, il est de... Moi. Ça, c'est sexy. Oui, bah alors là, en fait, il est blanc. D'accord, ok. Donc voilà, je vous montre, le fond de teint est blanc. On verra rien à la caméra. Mais... On verra rien à la caméra. Et en fait, voilà, à l'étaler, il prend la couleur d'un fond de teint qui s'adapte parfaitement. Alors, effectivement, normalement, c'est pas là que je dois le tester, hein, je sais, je viens de le dire, mais qui s'adapte parfaitement en fait au reste du truc. Donc en fait, c'est l'autre tube que j'ai utilisé, c'est pour ça que celui-là, j'arrivais pas à l'ouvrir, parce que celui-là, il était neuf. Désolé. C'est pas grave. Il l'est plus. Il l'est plus. J'en ai plein partout. Je venais de laver. Bon, je vais mettre ça, on voit pas la marque, on va laver.
Ce que vous pouvez faire alors après, c'est le choix de chacun. Une fois qu'on a fait le fond de teint, on peut considérer qu'en maquillage basique, on a terminé. On peut passer à la poudre libre et voilà. Si vous voulez vraiment soutenir l'effet bonne mine, vous pouvez passer sur sur une petite poudre compacte comme ça, hein, un petit peu plus foncé que ce que vous avez mis comme fond de teint, qui vous permet en faisant des petits faire quelque chose d'assez coloré et vous permettre de rehausser un petit peu le teint. Ça c'est pour les femmes, même les hommes peuvent le faire, ça vous permet d'avoir un effet bonne mine, voilà, de ne pas avoir simplement un fond de teint mais d'avoir un effet bonne mine. Et après, voilà, au fur et à mesure de vos capacités, de vos envies et puis de l'exercice que vous aurez fait avant la maison, avant de monter sur scène, vous pouvez faire un contouring, vous pouvez rajouter du blush, vous pouvez rajouter de l'eyeliner, vous pouvez rajouter sur les yeux une base soit très naturelle, très nude, soit toutes des couleurs flashy et tout ça. Après, c'est laisser s'exprimer ses envies pour son personnage et son maquillage. Le plus important, juste après avoir mis le fond de teint, c'est une poudre libre. Donc je vais l'ouvrir en essayant de ne pas faire de catastrophe. Donc voilà, c'est une poudre que je vous conseillerais soit transparente, soit pas trop colorée, pas trop pigmentée. Parce que plus vous allez en mettre, plus ça va changer la couleur de ce que vous venez de faire. Mais cette poudre, vous l'utilisez en le mettant partout sur le visage, sur les oreilles et sur le cou. Parce que je n'ai pas précisé que votre fond de teint, c'était votre visage, vos contours d'oreilles, le cou et mesdames, si vous avez un décolleté plongeant, le décolleté, pour dire d'unifier complètement le teint et qu'il n'y ait pas une démarcation horrible entre là et là. Mais si vous n'avez pas de cheveux, bah... Eh oui, voilà, c'est vrai, c'est que si vous n'avez pas de cheveux, c'est le crâne qui va. Ou mesdames. Ou mesdames aussi. Mesdames. Après, négocier pour avoir une perruque, ça vous coûtera moins cher en fond de teint quand même. Donc cette poudre libre, ça permet... Pardon. Je disais le décolleté du monsieur aussi. Oui, C'est le décolleté de monsieur. Ah oui, oui, c'est Mais vrai du que coup, j'avais si pas je me pensé. promène avec la chemise ouverte... Ah, bah tout faire, après, hein. oui, il faut tout faire. Oui, bah oui. Normalement, torse nu. Alors après, plus tu descends sur le truc, moins la démarcation va se sentir parce qu'on n'est pas sur un bronzage. Si effectivement tu décides de faire du marron partout sur ton visage pour assombrir ta peau, il va falloir que tu fasses partout. Ouais, Comme il était nécessaire par exemple dans le magasin des suicides, où on avait décidé que les acteurs allaient avoir une base blanche pour faire vraiment cet effet de noir et blanc. Ça incluait du coup le visage, le décolleté, les bras, les épaules, et puis pour les personnes qui se baladaient avec des décolletés ou des trucs très plongeants, c'était le dos, comme si je me souviens bien, celle qui jouait la mère... Elisabeth, je pense qu'à un moment elle avait un t-shirt qui descendait dans le dos et c'était effectivement tout pour plus la couleur va être différente de votre peau, plus vous allez devoir tout faire Mais parce bien que sûr. forcément pour pas avoir des démarcations c'est... C'est ça qu'effectivement, ce qui reste, on avait eu le visage blanc mais les mains normales. Ça aurait été Oui, ça. ça aurait été bizarre. Ça aurait été... D'ailleurs, par exemple, moi, quand j'étais toute en blanche, je mettais un truc sur mes dents parce que mes dents étaient plus... Et Oui. les dents, forcément, correspondent un peu plus... Alors, moi, j'ai des dents de fumeuse, donc là, c'est beaucoup moins vrai, mais à l'époque, je fumais pas. Les dents correspondent quand même assez à la carnation de votre peau. Plus vous allez foncer vos dents, ou plus vous allez éclaircir votre peau, plus vos dents vont ressortir. Donc, moi, j'étais très blanche avec les dents jaunes. Alors que mes dents sont pas forcément très jaunes à la base, mais elles sont pas, voilà, elles correspondaient plus. Donc c'est pour ça aussi que prendre quelque chose qui correspond bien à votre peau évite de faire ressortir les défauts Donc comme on a dit, on a fait le cou, on fait le cou, on enlève les colliers et compagnie, et puis on fait pas comme moi tout à l'heure l'erreur de débutant, on enlève les boucles d'oreilles pour faire les oreilles, parce que sinon ça fait, bon ça se voit pas trop, ça va, je suis pas en gros plan. Donc c'est pas voilà. Ce que vous pouvez aussi utiliser, après ça c'est un petit truc, donc ça c'est en fait c'est un produit fixant. C'est un chip sheet. Le tiens pas comme ça, c'est très bizarre. Oui, alors. Non, mais peu importe la marque, c'est pas grave, t'inquiète pas. Bon, on voit pas de toute façon. Donc ça c'est un chip sheet que vous vaporisez sur votre visage et ça fait tenir, ça empêche alors ça empêche pas forcément de suer, mais ça empêche que ça dégouline. C'est-à-dire que par exemple quand vous avez de la forte couleur sur vos yeux, que vous êtes sur les projecteurs, que vous avez énormément de chaleur et que vous suez, bah, vous allez avoir la couleur des yeux qui va couler.
À moins que ce soit un maquillage waterproof, voilà, un fard à paupières basique, il va finir par couler avec la sueur, il va finir par s'enlever. Ça, ce petit cheat là, il vous permet de garder plus longtemps. Voilà. Basiquement, on a 5 choses nécessaires dans notre petite trousse pour hydrater. Le fond de teint, enfin la base lissante, le fond de teint, la petite poudre pour se donner un petit peu de bonne mine et la poudre libre pour bien uniformiser et éviter que de luire sous les projecteurs. Parce que le but c'est de briller sur scène, mais pas briller dans ce sens-là. Merci. Voilà. beaucoup. Charlotte. Merci beaucoup Charlotte pour cette chronique très intéressante. J'ai toujours la même chose en plus, c'est fantastique. Merci pour ce tuto beauté très intéressant. Voilà. Sans transition, on arrive à la fin de cette émission. Déjà Bah oui, déjà. Mais oui. Alors, bon, comme j'ai dit au début, il n'y aura pas de feuilleton au manoir, mais on va quand même terminer. Enfin, avant de vraiment clôturer, on va refaire un petit peu d'impro, puisque justement, voici la séquence improbable. C'est Halloween, donc on va faire une séquence improbable chez une voyante. D'accord. Donc nous allons être 3 à participer. Alors je vais utiliser mon petit jeu de tarot. Voilà. Oh. Voilà, je vais prendre que les 3 premières cartes. Hein. Voilà, on s'en fout. Et donc dans cette scène, il va y avoir une voyante. Hein, voilà. Qui en fait vient et consulté par un client. Hein, voilà, le client. Donc le client vient consulter la voyante. Comment se trafiquer? Non, pas du tout, c'est très bien fait. J'adore. Bref. Donc le client vient consulter la voyante pour connaître son avenir. Il va être pour cela aidé par un esprit dénué de paroles. Et donc, la voyante va devoir, par l'aide de cet esprit, deviner les événements futurs qui arriveront à nos clients. Voilà. D'accord. Le principe étant que dans le jeu, dans ce jeu d'improvisation, la voyante est la seule personne à ne pas savoir. Et le but, ça va être de réussir à faire deviner, pour l'esprit, par le mime, et pour le client, un peu en posant des questions. Ah, mais vous êtes sûr Est-ce que vous êtes sûr? Mais vous voyez vraiment dans du chocolat Enfin voilà, ça va. On va le faire, vous allez voir. C'est une bonne idée. Parce que là, comme voilà, ça, vous allez voir, c'est très rigolo. Et d'ailleurs, on va tirer au sort les rôles. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait des cartes. Bon, allez, hop, Charlotte, tu viens de faire ta chronique, je te propose. Petit tir au sort. Qui es-tu, Charlotte? Je suis la voyante. Ah. Ça tombe bien, elle aussi, apparemment, elle n'a rien compris. Donc, Voilà, c'est ça. L'esprit. Et donc, moi, je serai le client. Il Voilà. va faire que je mime, c'est ça. Si cette fois d'ordinaire. Je suis nulle en mime. C'est ça qui va être drôle. On va bien ça, s'amuser. On va très bien s'amuser. Voici tout de suite la séquence improbable. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est vous la voyante? C'est moi, c'est vous. Prenez place. Très bien, je m'assieds. Vous voulez découvrir les secrets de l'avenir? Ah oui, parfaitement. Avez-vous une question particulière à poser à notre esprit? Savoir un peu mon avenir, quoi. D'accord. Concentrez-vous, nous allons invoquer l'esprit. Esprit, es-tu parmi nous? Esprit, nous t'attendons. Il répond? Il apparaît. Ah oui. L'esprit est ici, monsieur, et nous allons pouvoir l'interroger. Ah. Oui. Je sens que vous voulez connaître votre futur amoureux. Ah, ça peut être une bonne idée, ça. C'est vrai que... Prenez une carte. Alors voilà. Je vous la montre ou pas? Oui, retournez-la. Hop. Et voilà. Alors, Queen of Swords, la reine des épées. Votre avenir amoureux est sur un bon chemin. Ah, c'est une bonne nouvelle, là. D'accord. Récemment, quelqu'un est entré dans votre vie? Ah non, pour l'instant non, j'avoue que je ne sais pas, je cherche. D'accord.
Est-ce que vous souhaitez connaître votre avenir professionnel, peut-être? Ce serait bien de rester sur l'amoureux pour aller plus loin. On pourrait aller plus Peut-être que les esprits peuvent vous aider à y voir plus clair, loin. Pour l'instant, l'esprit n'est pas très bavard. mais l'esprit pourrait se manifester. Eh bien, nous continuons avec l'impératrice. Je suppose que ça se traduit comme ça. Excusez-moi. J'ai C'est plutôt un jeu en l'habitude de le anglais. faire en anglais. Voilà, c'est quoi? C'est du... C'est l'impératrice. Ah, c'est du polonais, d'accord, ok. Ah oui, c'est polonais. Ah oui. Eh bien, elle est toute proche. Oui. Elle est apparemment musicienne. Ah oui, j'aime bien les musiciens, c'est cool ça. Mmh, Enfin, les musiciennes, d'accord. j'aime bien, c'est sympa. Prenez une autre carte, mon cher. D'accord. Après, je connais pas de musicienne, hein, mais... Non, vous connaissez pas de musicienne? Ah non. Ah, le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Intéressant. Vous allez bientôt vous marier. Vous allez bientôt recevoir une demande en mariage. Ah, ce serait chouette de me marier, j'avoue que ça me plairait bien. Mais avec qui, du coup, pourrais-je me marier? Eh bien, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui joue de la musique, de la guitare plus précisément? Ah, j'aime pas la guitare. Je trouve Ah, du ça... banjo? Du banjo plus. Ah oui, ah, ça me plairait bien de me marier Pourquoi avec une Vous joueuse de avez- banjo. Je vois que notre esprit vous oriente sur un mariage avec une joueuse de banjo. Oui, ah, ça me plaît. Ouais, très bien. Là, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc la prédiction vous satisfait? Ah, monsieur? parfaitement, parfaitement. Alors, peut-être une autre prédiction? Oh, bien sûr. Recommençons du coup. Dans pas- quel domaine souhaitez-vous avoir une prédiction? Bon, un peu large, hein, mon avenir. Voilà. Votre avenir au sens large. Ah bon oui. La date de votre mort, peut-être. Oh, la carte du chevalier de la... Des baguettes. Les baguettes, oui, d'accord, ok. Je m'attendais à la carte de la mort, ça aurait été impressionnant, mais... Ça aurait été impressionnant, malheureusement, je ne trouve pas le jeu, monsieur. Ah oui, Sinon, oui, ce oui. n'est pas- Non, oui, non, voilà. non, Je effectivement, ne non. sais même pas non. si elle est dedans. Et puis, à mon souvenir, elle a été trafiquée, la carte. Oui, de la mort. vous ne trafiquez pas le jeu, mais les cartes sont trafiquées. Les cartes Oui, sont trafiquées. parfaitement. Mais du coup, Alors, la date de votre mort? Non, non, quand même la pas, non. date, non, quand même pas, non, Les mais circonstances de votre mort? ça, j'avoue que ça me plairait bien de le savoir. Est-ce que l'esprit peut nous renseigner? Ouh. Il semble que vous allez mourir noyé. Je n'ai jamais. Enfin, mourir noyé sans nager, c'est On peut compliqué. mourir noyé dans sa baignoire. Ah oui, ah, mais je n'ai pas de baignoire. Ah, mais ne vous inquiétez pas. On peut rendre des tartines? Je vais mourir en beurrant des tartines. Je ne sais pas, l'esprit est en train de manger des tartines. Peut-être qu'il a faim. On est d'accord que nous sommes toujours sur les circonstances de votre mort? Oui, Que nous avons changé de oui, prédiction? le but était de... Enfin, moi, voilà, moi, je Je voulais vais savoir... passer de la main gauche, elle aura peut-être plus de fluide. J'ai mal à l'épaule droite. Après, attention, en soi, pourquoi pas mourir noyé dans... Voilà, je suis pas foncièrement contre. C'est juste que mourir noyé dans un lac Mourir haut, ça me semble avec- compliqué, mais... Ah, vous allez vous étouffer avec une arête de poisson? Je mange pas de poisson. Non, C'est bien ce que je me disais, l'esprit n'avait pas l'air convaincu. Non, j'aime bien tout ce qui est un peu plus sucré. Je suis plus sucré, moi, vous savez. C'est... Oh, la carte tombée. Mais qu'est-ce que veut se dire qu'une carte tombe? Ah, la reine des baguettes. Ah bah dis donc. Il y a Des beaucoup de baguettes. Des euh, baguettes de pain, peut-être. De la confiture. Ah. Vous allez vous étouffer avec un morceau de pain avec de la confiture périmée. Et oui, mais l'esprit veut vous envoyer nager en fait. Et du coup, peut-être que je... Peut-être qu'effectivement, je vais peut-être pas m'étouffer, en fait. Je vais peut-être me noyer. Mais dans quoi pourrais-je me noyer dans ce cas? Vous empoisonnez? M'empoisonner? Non. Pas vous noyer, pas vous empoisonner. Ah, si, noyer, je me sens bien. Je me vois bien me noyer. Noyer dans un verre d'eau. Non, quelle idée. On m'a toujours dit, toi, tu mourras noyé. Alors, noyé, c'est pour ça que je nage pas. Vous allez prendre des médicaments. Il va pas se noyer en se lavant les dents, enfin, esprit, un petit peu d'imagination.
Ça veut dire quoi, ça? Parce que moi, à part beurrer des tartines, je vois pas ce que ça veut dire. Mais moi, je mets pas de beurre sur mes tartines. Bah, de la confiture alors, du Nutella. Ah, mais de la confiture, ouais, ça peut être pas mal. La J'aime bien confiture. Ok, donc on met de la confiture sur les tartines. On Ouais, est d'accord, jusque-là, je l'ai. J'aime bien la Allez-y, confiture. esprit. Je vous avais demandé de me dire comment j'allais mourir. C'est ça. C'était ça, hein, c'était... Oui. Vous me parlez de confiture, je vois Bah, pas je trop, vois pas trop non oui, plus. mais ouais, voilà, ça. Parce que vous me parlez de me noyer, vous me parlez de confiture. J'ai un peu du mal à vous suivre là. Bah, j'avoue que moi, je sais pas trop non plus où on va. Attendez, je vais me reconcentrer. On va reconcentrer l'esprit. Donc, monsieur est ici pour déterminer comment il va mourir, les circonstances de sa mort. Oui, parfaitement. Voilà, donc ça, c'est la mort que l'esprit me montre. D'accord. Bah, pour moi, c'est mourir noyé, ça. Hein. D'accord. Mourir noyé en beurrant ses tartines de confiture. Je vais pas beurrer mes tartines, je veux pas de beurre. Après, Noyé dans le pot de confiture? Ah, alors ça c'est intéressant parce que j'ai un cousin qui travaille dans une usine de confiture. Alors ils ont des grands bacs de confiture, Ah, d'accord. très grands bacs. Ah bah, il est possible que vous allez vous noyer dans le bac de confiture de chez votre cousin, du coup. Vous travaillez là-bas aussi? Ah oui, ça m'arrive. Enfin, Ah c'est oui. l'été. Bon, bah écoutez, je pense que cet été sera votre dernier été là-bas. Ah, bah je vais vite profiter de ma joueuse de banjo. Oui, oui. Merci beaucoup, madame. Mais de rien, monsieur. Au plaisir de vous revoir avant cet été, bien Ou sûr. pas. Esprit, je te congédie, merci de ton aide. Bravo. Ah, c'était trop bien. Bravo, bravo pour cette séquence. C'était très marrant. Ah, ouais, mais alors, fantastique. Ah, mais... Cette émission est peut-être tournée dans le désordre. Peut-être. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Ça va, ça vous a plu? C'était très bien. C'est sympa. Surtout le tout à l'heure qu'on a fait le Fedo là. Ah oui. C'était Ah oui. l'hôtel du Libre-Échange. L'hôtel du Libre-Échange, je me souvenais c'est- déjà plus du titre. Voilà, non, mais on a c'est- été fantastique. Ah, génial, hein, enfin, génial. Le Voilà. classique revisité, Ah oui, il était, c'est... Le petit coup de la voyante et de l'esprit et tout, c'était sympathique très aussi. sympa, hein. très sympa. Ouais, au on début, l'avait j'y jamais- croyais pas trop, mais... J'avais Ah, rien non, compris non, au non. début, on est d'accord que Non, voilà. Ouais, et maintenant? J'ai toujours rien compris, Bah mais je me oui. suis bien amusée à le faire. C'est ça. Eh ben, tant mieux. Eh bien voilà, donc merci à vous d'avoir participé, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Voilà, on se quitte en musique, tout de suite on retrouve Shirley Carpet, c'est Carpette, et moi je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour un nouvel épisode de BBTS, le talk show qui parle plus ou moins théâtre, et parfois moins que... Plus. Allez, salut tout le monde! Ce matin, mon réveil n'a pas sonné. Sans prévenir, mon bus a été supprimé. Sur le périph', il y avait une voiture accidentée. Dans le sens inverse, mais j'ai quand même bouchonné. Les files d'attente à la tour Eiffel. L'indigestion de foie gras à Noël. Le repas du dimanche qui finit à 18h. L'apéro du dimanche soir qui commence à 18h. La pluie qui tombe pendant ton barbecue. Les autres pays qui pensent qu'on bouffe des escargots. Alors qu'en fait les escargots, on est d'accord, c'est dégueu. Et le dernier toast que personne n'ose prendre. Les chewing-gums collés sous les tables. Les crottes de nez collées sous les tables. Les bisous tout collants de ma tati. Les affiches censurées de Jacques Tati. La file d'attente à la tour Eiffel. L'indigestion de foie gras à Noël. Le repas du dimanche qui finit à 18h.
L'apéro du dimanche soir qui commence à 18h. La SNCF qui fait la grève. Air France qui fait aussi la grève. Les profs qui sont pas contents et qui font grève. Les fautes d'orthographe quand t'écris une chanson. La file d'attente à la Tour Eiffel. L'indigestion de Moira à Noël. Le repas du dimanche qui finit à 18h. L'apéro du dimanche soir qui commence à 18h. La file d'attente à la Tour Eiffel. L'indigestion de Moira à Noël. Le repas du dimanche qui finit à 18h. L'apéro du dimanche soir qui commence à 18h. Ça fait mal!